Salam alaikum Mazul Fillaoun, bonjour. Selon le journal Le Monde, le départ qui aura le plus marqué le remaniement ministériel, plus que celui du ministre de l'Intérieur, remaniement partiel, aura été donc celui du ministre de l'Énergie et des Mines, Youssef Yousfi. Le Monde rapporte, je cite, que Youssef Yousfi, surnommé l'homme de schiste, s'est retrouvé au cœur d'une crise sans précédent en Algérie, opposant les populations du Sud au pouvoir central au sujet de l'exploitation et de l'exploration du gaz de schiste. Plus loin, le même journal, parlant de Youssef Yousfi, son principal souci a été de convaincre les entreprises étrangères de venir investir. Il a, pour cela, fait changer la loi sur les hydrocarbures afin de pouvoir octroyer des avantages fiscaux aux compagnies. Il a cependant négligé de communiquer sur le sujet à l'intérieur du pays et n'a pas vu venir la montée d'un large mouvement de protestation. Inquiet par les risques de pollution et les prélèvements sur la ressource en eau nécessaires à l'exploitation des gaz de schiste. Plus loin encore, dans le même article, cette contestation sans précédent a poussé le chef de l'État à adopter un ton menaçant à l'égard des contestataires ainsi que de l'opposition qui soutenait le mouvement en l'accusant de pratiquer une politique de la terre brûlée. Tout le monde aura remarqué que le journal Le Monde parle de président Bouteflika comme si celui-ci était réellement à l'origine de toutes les décisions prises dans ce contexte. Venant du journal Le Monde, connu pour son sérieux et pour sa bonne connaissance de ce qui se passe dans le sérail algérien, ces affirmations ont de quoi étonner. En tout état de cause, la contestation des populations du Sud et la formidable mobilisation d'élites venant de tous horizons semblent ne pas avoir eu de véritables effets sur le régime, cette mise à l'écart du ministre de l'Énergie mise à part. Le régime a joué sur l'essoufflement et il semble qu'il ait atteint son but. Entre-temps, alors que cela n'est rapporté par personne, des fracturations expérimentales ont pu avoir lieu dans le secret et pas seulement au Sahara, nous affirment nos sources. Au nord, après l'initiative de grande mobilisation lancée par la CLTD pour le 24 février et qui n'a pas eu l'effet escompté, l'intérêt pour la question semble s'être totalement dissipé. On n'en parle presque plus du gaz de schiste en Algérie, encore moins des populations qui tentent d'en empêcher les expérimentations. En Tunisie, un forum sur la question vient de se tenir, où ont pu se rendre de nombreux experts et autres intellectuels algériens qui se mobilisent contre ce procédé. L'un d'eux est parmi nous, Hossein Malti, ex-PDG adjoint de Sonatrach et expert en énergie. Nous aurons aussi avec nous le journaliste Mehdi Bsikri, qui milite lui-même contre l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydrochimique, ainsi que Rachid Nekaz, président du mouvement pour la jeunesse et le changement. Monsieur Malti, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, ce forum, si nous parlions de ce forum auquel vous avez assisté en Tunisie. Ce forum, c'est le premier forum méditerranéen sur le sujet. Il est programmé qu'il sera suivi par d'autres forums. C'est un organe permanent qui a été créé. Nous avons créé également un organe de veille et d'alerte à propos du gaz de schiste dans toute la Méditerranée, dans tous les pays du contour méditerranéen. Ceci étant, le forum s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous avons eu la présence de nombreuses personnalités scientifiques, politiques, aussi bien tunisiennes que françaises qu'algériennes. Et nous avons eu la présence de M. Lech Kowalski, cinéaste engagé, qui a réalisé un certain nombre de films, et notamment
un documentaire sur l'exploitation du gaz de schiste en Pologne et comment les populations polonaises ont réussi à chasser la compagnie Chevron de par leur mouvement de protestation. Voilà. Le forum s'est fini par une motion de censure signée de plusieurs associations, ONG, syndicats. Et effectivement, il y a eu plusieurs motions qui ont été adoptées et l'une d'entre elles est une motion de soutien à la population d'Ain Salah pour le mouvement de protestation pacifique et continue qu'elle mène depuis maintenant près de 5 mois. Voilà, donc en ce qui concerne ce forum. Alors, sur le journal Le Monde, M. Malti, le journaliste écrit que le principal souci de Yousfi aurait été de convaincre les entreprises de venir investir dans le gaz de schiste. Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire, que ce soit ces grosses entreprises qui ont mis la pression sur le régime algérien pour le contraindre à aller vers ce procédé? En tout cas, c'est la responsabilité, si on peut appeler ça une responsabilité, dans la question est au moins partagée. Parce que du côté du régime algérien, il ne faut pas oublier que auparavant et avant l'arrivée de Yousfi à le poste de ministre de l'énergie, il y avait eu déjà 3 appels à concurrence qui avaient été lancés pour l'attribution de permis de recherche et les 3 ont été négatifs. Il y a eu des contestations sur les impôts et taxes payés par les sociétés par un certain nombre de compagnies et qui ont eu gain de cause et qui ont obtenu un certain nombre de milliards de dollars qui leur ont été remboursés par l'Algérie. Et troisièmement, il ne faut pas oublier que dès 2010, enfin même quelques mois auparavant, on avait déjà commencé à constater que la baisse de la production pétrolière et la diminution des volumes de gaz disponibles à l'exportation. Et par conséquent, le régime déjà à l'époque était un peu aux abois. Depuis, c'est même la panique, je dirais, sur ce plan-là. Et effectivement, pendant 2 ans, entre 2010 et 2012, M. Yousfi a négocié dans le plus grand secret avec les compagnies pétrolières ces 2 points-là, à savoir l'autorisation d'exploiter le gaz de schiste en Algérie et la révision de la manière, du calcul de l'impôt à payer par les sociétés. Et bon, une fois qu'il avait négocié, qu'il s'était mis d'accord avec eux, il a sorti sa loi en 2012 et qui a été approuvée par le Parlement en 2013. Et voilà, et cette loi donc comporte ces 2 dispositions. Mais Hachin Malti, que gagnent ces grosses sociétés pétrolières dans ces opérations expérimentales en Algérie? Qu'est-ce qu'elles gagnent? Quel est leur gain direct, ces grosses sociétés expérimentales, non pas dans l'exploitation, mais dans les opérations d'exploration de ces expérimentations par fracturation hydraulique? Qu'est-ce qu'elles gagnent? Où est leur gain dedans? L'exploitation du gaz de schiste a démarré il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Oui. Bon, et si ça a bien marché au point que les États-Unis sont devenus exportateurs de gaz, notamment, c'est parce que l'administration américaine avait adopté 2 dispositions principales, enfin 2 lois principales concernant cette activité. Premièrement, c'est du temps encore de l'administration de Bush, les compagnies pétrolières sont exemptes de ce qu'on appelle le Clean Air Act et le Clean Water Act, c'est-à-dire qu'elles peuvent polluer autant qu'elles veulent, aussi bien l'air que l'eau, d'une part, et d'autre part, la Banque fédérale a adopté des dispositions particulières, et notamment en accordant des prêts à taux zéro à quiconque se lancer dans l'exploitation du gaz de schiste. D'où le boom du gaz de schiste aux États-Unis. Mais le mouvement commence à s'essouffler, et notamment depuis le mois de novembre dernier, depuis la réunion de l'OPEC, qui a décidé
le maintien à 30 millions de barils de jour de la production au sein de l'OPEP. Et par conséquent, les prix du pétrole ont commencé à chuter brutalement et fatalement, elles ont entraîné des sociétés qui exploitaient le gaz de schiste et qui étaient les plus faibles, je dirais. Un certain nombre ont commencé à disparaître. Les autres tiennent encore le coup un certain temps. Néanmoins, les compagnies de forage ont commencé à disparaître également, puisque les compagnies exploitantes ont cessé leurs travaux de recherche et les premières qui paient les pots cassés dans ce cas-là sont des compagnies de forage. Et donc, elles se sont retournées vers l'étranger pour essayer de rattraper à l'étranger les pertes qu'elles enregistrent aux États-Unis. D'accord. Donc, ces expérimentations, c'est surtout en prévision de l'exploitation carrément quand elles s'y lanceront. Ah ben, bien entendu, oui. Bien sûr. Restez avec nous, c'est Houssine. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous poser la question, pour que vous nous expliquiez comment les Polonais ont réussi à se débarrasser de Chevron. Je reviens vers vous dans un petit moment. Mehdi Psikri, merci d'être avec nous. Mehdi Psikri. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste à l'Ouatan, vous militez contre le gaz de schiste, pas contre ce que vous appelez la fracturation hydrochimique. Alors vous qui suivez de près le mouvement citoyen contre le gaz de schiste, est-ce que nous pouvons dire que la contestation s'essouffle aujourd'hui? Alors, je voudrais juste préciser, je suis désormais journaliste à Impact24.info depuis à peu près un mois. Concernant la mobilisation citoyenne anti-exploitation du gaz du schiste, disons que il est tout à fait normal et c'est humain qu'au bout de 5 mois de contestation et 5 mois de mobilisation, que des gens cherchent un répit, cherchent un repos pour mieux réfléchir, pour mieux évaluer la mobilisation, pour mieux planifier une autre stratégie de contestation. C'est-à-dire que quand on dit que le mouvement s'est essoufflé ou que le mouvement s'est épuisé, je ne suis pas d'accord avec cette expression, dans le sens que il est tout à fait normal de prendre un moment de réflexion pour pouvoir continuer. Ceci est la première remarque. Deuxièmement, le mouvement citoyen de Ain Saleh, il a atteint ses objectifs dans le sens que il a fait connaître son message à toute l'Algérie et au monde entier. C'est-à-dire que Ain Saleh est sorti de son isolement dès les premières semaines de la contestation, et en même temps, la problématique de l'exploitation de gaz de schiste qui est d'ordre national, et Ain Saleh ne cesse de le répéter et de le préciser et de le souligner, qui est d'ordre national, c'est que Ain Saleh a justement réussi à faire comprendre aux Algériens que la problématique concerne l'ensemble des citoyens algériens et que la problématique concerne tout le pays et pas seulement une région. C'est une. Moi, j'estime que c'est une victoire de Ain Saleh. Donc, Mehdi Psikri, oui. on a remarqué ces derniers temps qu'il y a des tiraillements au sein des leaders du mouvement. Est-ce que c'est le régime qui a réussi à les diviser, à les infester? Non, vous savez, je pense pas qu'il y ait des tiraillements ou bien même des fractures au sein des leaders de la contestation. C'est-à-dire en fait que les leaders, justement, ils n'arrêtent pas de le souligner. Ça veut dire que eux, ils sont porteurs de ce que disent la population. Ils ne sont pas là en tant que président autoproclamé ou en tant que chef autoproclamé. Ils n'ont jamais dit ça. Au contraire, ils disent que nous sommes les porte-parole de ce que revendique la population. Ceci de une. Si par exemple une ou deux personnes changent d'avis ou une ou deux personnes estiment qu'il faudrait évoquer un autre volet ou bien parler d'une autre technique ou bien ou alors ouvrir carrément un dialogue avec le pouvoir, ça n'engage que cette personne, ça n'engage pas le mouvement citoyen en entier.
Voilà, parce que comment ça se passe à Ain Saleh, et ils peuvent vous le confirmer, c'est que c'est la population qui porte, qui a des revendications, et les leaders portent ces revendications à l'opinion publique. Ce n'est pas, et même si le pouvoir cherche à infester le mouvement ou cherche à récupérer une ou deux personnes, je dis si, je suis pas en train de confirmer, c'est juste une hypothèse. Le pouvoir, il est dans son rôle, et c'est la nature du pouvoir de pouvoir infiltrer ou de pervertir. Ça veut dire qu'il faudrait juste ne pas lui donner l'occasion et anticiper. Mais ce qui est merveilleux avec le mouvement citoyen de Ain Saleh, c'est que dès le début, le discours a été brut. Voilà ce que nous voulons. L'arrêt de ce projet d'exploitation de gaz de schiste, l'arrêt des puits pilotes, et l'ouverture d'un débat national, et en fin de compte, il y a eu la réflexion qui a pris de la maturation sur le moratoire. C'est-à-dire que le discours est brut, c'est-à-dire que c'est 5-6 points qui sont clairs, nets et précis, et après, celui qui sort de ces lignes, celui qui sort de ces points, ça n'engage que sa personne. Donc, moi sincèrement et personnellement, je vous dis que, bien au contraire, le mouvement citoyen de Ain Saleh a réussi, a été victorieux, justement. Pourquoi? C'est parce que la problématique de l'exploitation de gaz de schiste, qui pendant 2012 était portée par quelques cercles, par quelques groupes. Moi, je dis ça en connaissance de cause. C'est-à-dire que c'était juste à quelques occasions, c'est-à-dire à quelques occasions, ça pouvait être traité dans les médias, et quelques groupes portaient cette problématique à l'opinion publique, et ça ne sortait pas en fait d'un certain cadre. Mais voilà, Ain Saleh a fait connaître à l'opinion publique et à toute la population algérienne ce qui est restez avec nous, Mehdi Bsikri. Je vais revenir vers vous pour essayer de savoir ce qu'est ce moratoire, la principale proposition du mouvement de contestation. Rachid Dekkaz, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, Jamal Benchadouf. Merci, Azul. Alors, Rachid Dekkaz, vous avez été reçu en triomphe il y a quelques semaines quand vous vous êtes rendu à Ain Saleh par la population d'Ain Saleh, à un moment où la contestation battait son plein. Depuis, on n'entend plus beaucoup parler de vous. Êtes-vous vous-même essoufflé pour ce qui concerne cette question? Mon cher Jamal Benchadouf, je tiens d'abord à remercier du fond du cœur donc l'accueil vraiment très fraternel de la population de Ain Saleh à 2 reprises, que ce soit le 4 mars quand j'ai été la première fois où j'avais été expulsé Manu Militari, ou la deuxième fois, c'est-à-dire le 18 avril dernier, quand j'ai fini ma très longue marche contre le gaz de schiste et contre Total et pour l'unité nationale, donc une marche de 1255 km. Depuis, je ne fais que ça, me battre contre le gaz de schiste et notamment contre Total. Donc chaque semaine, nous animons. Mais Total, excusez-moi Rachid Dekkaz, Total a fait un communiqué dans lequel elle affirme ne pas être concernée par les explorations de gaz de schiste. Totalement. Total a signé avec la Sonatrach un contrat en 2009 où il était prévu qu'en 2015, ils exploiteraient 4 milliards de mètres cubes de gaz de schiste. Donc Total, ce communiqué, ils l'ont mis sur leur site internet en janvier 2015, au moment où la contestation anti-gaz de schiste a commencé à Ain Saleh. Donc c'est un mensonge pur. Il faut savoir que ces multinationales sont les professionnels de la communication mensongère. Si c'est vrai, parce que moi j'ai contacté les actionnaires de Total, en l'occurrence donc l'émirat du Qatar et le milliardaire belge, donc le baron Albert Frère. J'ai demandé le contrat d'annulation avec la Sonatrach. Ils ont refusé de me le donner. Et pour une raison simple, c'est que Total ne s'est jamais désengagé. Il faut savoir que Total exploite donc ce qu'on appelle le Taïgaz, donc à Timimoun, donc c'est pas très loin de la zone de Ain Saleh. Donc ce sont des mensonges, j'aimerais dire, classiques des multinationales françaises aidées par le gouvernement français. Il faut savoir une chose, c'est que, je le redis, l'Algérie, malheureusement, n'est pas libre dans ses décisions dans le domaine énergétique. C'est la France, principalement, qui fait pression sur le gouvernement algérien pour avoir des contrats qui sont au défaveur du peuple algérien. Je vous donne un exemple. Il faut savoir que le problème, c'est pas simplement le gaz de schiste à Ain Saleh, c'est aussi un contrat qui a été signé en 2002 entre la Sonatrach et Gaz de France Suez qui accorde 65%
du gaz d'Adrar. Adrar, c'est 357 km à l'ouest de Ain Salah. Donc c'est inadmissible. À partir de 2016, la France n'achètera plus de gaz à l'Algérie car elle a accès à 68,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel à Adrar. Donc il faut aider le gouvernement algérien pour renégocier tous les contrats dans le domaine du gaz et du pétrole qui font perdre chaque année 15 milliards d'euros au budget algérien. Oui, 15 milliards d'euros, c'est l'équivalent de toutes les importations agroalimentaires. Donc il faut un combat permanent à la fois contre le gaz de schiste, mais aussi pour renégocier tous les contrats avec ces multinationales. Je reviens vers vous dans un petit instant, Rachid Nekez. Je reviendrai vers vous pour vous poser la question justement de ces relations et de ces relations à la lumière de la prochaine visite de François Hollande. Houssine Malti, avant que vous nous répondiez sur les méthodes et les voies et moyens utilisés par les Polonais pour chasser Chevron et arrêter donc l'exploitation du gaz de schiste, est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur cette relation totale Algérie en matière du gaz de schiste? La relation de Total avec l'Algérie est effectivement très, très bizarre et fait poser beaucoup de questions. Total a publié sur son site au mois de décembre 2009 une annonce comme quoi ils avaient obtenu une participation de 49% avec la Sonatrach sur le permis de la NEP, donc le permis qui se trouve dans la région d'Ain Salah. Bon, en réalité, c'est 47 pour eux et 2% pour une compagnie portugaise, le Partex. Bon, et au mois de janvier 2015, ils annoncent que depuis le mois d'avril 2014, le Total n'est plus partie prenante parce que le permis serait venu à expiration à cette date. Il faut savoir que les permis sont attribués pour une durée de 5 ans. Et par conséquent, si le Total a obtenu le droit d'exploitation en association avec la Sonatrach au mois de décembre 2009, c'est par conséquent au mois de décembre 2014 qu'ils auraient cessé d'exploiter. Or, ils nous disent que c'était au mois d'avril 2014. Donc, premier mensonge. Second mensonge, en 2015, quand ils ont annoncé donc la fin de leurs opérations, ils disent parce que le permis serait venu à expiration. Or, un permis ne vient pas à expiration. La preuve, Sonatrach, le partenaire, donc à 51%, est toujours en train d'exploiter sur ce permis. Par conséquent, il y a visiblement anguille sous roche dans cette affaire, d'autant plus que le démenti de Total est venu au mois de janvier 2015, c'est-à-dire à partir du moment où la population d'Ain Salah a commencé à bouger. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont eu peur, je dirais, et qu'ils ont annoncé qu'ils n'étaient plus partie prenante. Donc il y a certains mensonges sur toute la ligne, et ce qui est plus grave, c'est que ceci se fait avec l'accord de la Sonatrach, avec l'accord donc de l'État algérien. L'État algérien pour ce mensonge. Donc voilà un peu en ce qui concerne les relations. Et alors, ce qui est encore beaucoup plus bizarre, c'est que Total, donc grande compagnie pétrolière, énormément intéressée par le gaz précisément, puisque la preuve vient de se faire stopper au Danemark également, parce qu'ils ont été exploités le gaz de schiste là-bas. C'est au moment où l'on découvre de grandes quantités de gaz de schiste à Ain Salah que Total dit nous nous retirons. Ce n'est pas vrai. Autre chose, Total, et nous l'avouons eux-mêmes, et on le sait, disent nous ne travaillons que sur le tight gas en Algérie. Il faut savoir que le tight gas, ce n'est que du gaz de schiste qui a migré, qui se trouve dans les mêmes conditions que le gaz de schiste et qui est exploité selon la même technique de fracturation hydraulique. Et par conséquent, que ce soit à Ain Salah ou que ce soit ailleurs, Total fait bien de la fracturation hydraulique en Algérie. Vous êtes catégorique. Vous avez utilisé les mots d'étrange, bizarre, anguille sous roche, mensonge. Ah ben, mais bien sûr, tout ça, c'est Total lui-même. Il l'annonce sur son site. Je n'invente rien. Hein, Et donc, ce que vous venez de qualifier, Ait Gaz, c'est la même chose que l'exploitation du gaz de schiste, et ça s'exploite
par fracturation hydraulique. Ah ben oui, mais pour le moment, c'est la seule technique qui est connue. C'est la technique qui est utilisée à travers le monde entier. Alors, parlez-nous de comment ont fait les Polonais pour chasser Chevron et arrêter l'exploitation du gaz de schiste. Les Polonais, ils ont la chance que n'a pas la population d'Ain Salah, de savoir que leurs autorités étaient à l'écoute. Et ils ont pris attache aussi bien avec les autorités locales, c'est-à-dire l'équivalent d'un chef de daïra ou quelque chose comme ça en Algérie, à l'équivalent d'un wali, et pour ensuite porter leur contestation jusqu'au niveau de l'État. Et l'État les a suivis et a pris un certain nombre de mesures contre le Chevron, et Chevron a été obligé de se retirer. Voilà. C'est aussi simple que cela. Il n'y a plus d'exploitation du gaz de schiste en Pologne? Il n'y en a plus. Ils sont, et pourtant, Dieu sait si sur ils en ont besoin. Ils voulaient à tout prix produire du gaz parce que, bon, on connaît les relations entre la Pologne et la Russie. Ça date encore de l'époque de l'Union soviétique, etc. Il y a le problème de l'Ukraine. Tout ça fait que la Pologne recherchait à avoir une indépendance énergétique, en particulier sur le plan du gaz. Mais néanmoins, bon, devant le danger que posait l'exploitation du gaz de schiste, ils ont été obligés de renoncer à un impératif même politique aussi important que celui-là. Maintenant, s'agissant du régime algérien, bon, Mehdi Bsikri vous a bien expliqué toute la question. Vous savez, le régime algérien, lui, il en a fait la preuve N fois, chaque fois qu'il y avait une association, une organisation, un parti qui lui posait des problèmes, bon, ben, il faut essayer de l'infiltrer, de le menacer, de le cloner, enfin, il y a toute une série de techniques que l'on connaît, et c'est ce qu'ils ont tenté à Ain Salah, hein, comme... Hussein Malti, vous êtes vous-même membre important du collectif anti-gaz de schiste Algérie, ou un collectif où vous jouissez d'une grande considération. Je vais revenir vers vous pour vous demander ce que vous escomptez faire à l'avenir, ce que vous escomptez proposer. Je reviens à vous dans quelques instants. Mehdi Bsikri, vous me parliez du moratoire tout à l'heure. Les gens de Ain Salah ont dit, nous, on n'est pas opposés à l'exploitation ni à l'exploration du gaz de schiste, mais on veut qu'il y ait un moratoire pour en discuter d'abord, et après, nous verrons. À votre avis, plutôt, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce moratoire? Essayez de nous faire une explication de texte, s'il vous plaît. Alors, la proposition de moratoire est venue après moult réflexions, c'est-à-dire que le moratoire constitue aujourd'hui une issue diplomatique et une issue honorable pour toutes les parties. C'est-à-dire que, effectivement, personne n'est contre le gaz de schiste qui peut rester sous terre. C'est une matière fossile comme tant d'autres. Le problème réside dans la manière d'extraire cette matière, et la fracturation hydrochimique plus exactement. Et là le problème. Non seulement elle est dangereuse pour le nappe phréatique et onéreuse sur le plan financier. Tout ça a été dit précédemment. Maintenant, le moratoire, c'est dire qu'on ouvre un débat national, c'est-à-dire tous les experts et tous les spécialistes, qu'ils soient pour ou contre, il faut qu'ils soient invités pour débattre, pour parler, pour discuter, pour donner leur avis, pour proposer. Et au bout de ce débat national, il sera bien évidemment, on sortira bien évidemment avec un résultat qui est que l'exploitation de gaz de schiste n'est pas propice pour l'Algérie, et l'Algérie n'en a pas besoin. La majorité des experts et spécialistes algériens, qui soient autonomes du pouvoir ou même qui sont à l'intérieur du système, disent que l'Algérie n'a pas besoin d'exploiter le gaz du schiste. Alors le peu de spécialistes qui disent qu'il faut y aller, bon, j'ai pas envie de les cataloguer, mais ils sont minoritaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. La majorité disent que non, il faut pas y aller. Aussi, ce moratoire, qu'est-ce qu'il dit?
qu'il faudrait penser à une meilleure politique énergétique et économique du pays. Ça veut dire qu'on va au-delà de cette question de l'exploitation de gaz schiste. C'est-à-dire que c'est tout le débat sur l'économie nationale qu'il faudrait revoir et qu'il faudrait aborder de manière intelligente et réfléchie. Ça veut dire que il faudrait non seulement sortir de ce système de rente, et il faudrait donner la chance à d'autres secteurs économiques de s'émanciper et d'émerger. Par exemple, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons le tourisme, l'artisanat et des créneaux qui peuvent créer des milliers et des milliers d'emplois pérennes et qui sont respectueux dans l'environnement. Donc ce moratoire, c'est pour dire, stop. On arrête cette question d'exploitation de gaz de schiste, on ouvre le débat national et on pense à toute l'économie du pays pour le bien des générations futures. C'est-à-dire que c'est non seulement dans la perspective, mais c'est aussi de la prospective. Après, vous me direz qui va en discuter. Il faudrait juste ouvrir le débat parce que il y a un principe fondamental démocratique qui est non négociable, c'est qu'il ne faudrait pas brimer la voix du citoyen, tout simplement. Donc ce moratoire, il est là pour dire c'est une issue diplomatique, que ce soit pour l'État, parce qu'il faut faire la différence entre l'État et le pouvoir, et c'est une issue diplomatique pour ceux qui contestent. C'est-à-dire que personne ne veut aller vers une confrontation idéologique, parce que cette problématique d'exploitation de gaz de schiste ne s'inscrit pas dans un débat idéologique, bien entendu. C'est-à-dire que pour sortir de ce clivage, pour sortir de cette rivalité, ouvrons les portes du dialogue sereinement, avec l'État algérien, pas avec le pouvoir, parce que il faudrait insister sur cette différence, pour le bien du pays et pour le bien des générations futures. En fait, la question est simple. C'est-à-dire que plus le pouvoir, justement, on revient sur ce point, plus le pouvoir veut brimer la voix du citoyen, plus il ouvre les brèches des scénarios qui pourraient être incontrôlables. Ouais. Maintenant, il faudrait laisser place à la raison et à la sagesse. Restez avec nous, Mahdi Bsikri. Je reviens à Rachid Nekaz. Vous parliez de relations troubles, relations économiques troubles entre la France et l'Algérie. En matière de relations énergétiques, justement, où la France a vraiment la part du lion, semble-t-il. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Je crois encore une fois que en 1962, l'Algérie a gagné son indépendance politique, mais je crois que depuis la mort du président Boumedienne, la France a récupéré, j'aimerais dire, le potentiel énergétique du Sahara algérien. Et on le voit bien avec la nature des contrats qui sont signés. Vous pouvez interroger des millions d'Algériens, personne n'est au courant que la France a obligé l'Algérie à signer un contrat en 2002 pour lui accorder 65% du gaz naturel de Adrar. C'est gravissime, c'est gravissime. Et la France n'a payé que 2 petits milliards de dollars. Alors vous voulez dire, que dans ce genre de relations, normalement, c'est du transparent, tout se sait, alors que là, on occulte des pans entiers des conventions et des contrats, et que de deux, ce ne serait pas des relations gagnant-gagnant? Ah ben pas du tout. Ce sont des relations, il n'y a que la France qui gagne. Encore une fois, en 2016, la France, elle ne va plus acheter du gaz algérien. Donc c'est l'Algérie qui va perdre. Elle perd 15 milliards de dollars par an à cause de ces contrats-là. Mais comment la France réussit à faire ce genre de choses? Parce que la France, elle tient certaines autorités algériennes parce que ces personnes-là auraient des comptes en France ou en Suisse ou alors des appartements. Mais moi, j'aimerais dire qu'il est temps qu'on écrive un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie en mettant en place une amnistie générale. Car malheureusement, certains membres de notre gouvernement ont été impliqués par le passé et à cause de faveurs qu'ils auraient pu obtenir. Et je crois qu'il faut qu'on fasse une loi d'amnistie générale de façon à ce que ces membres du gouvernement n'aient pas peur des pressions de la France. C'est pas des petits appartements, des petits millions d'euros qui vont nous faire récupérer chaque année 15 milliards de dollars de pertes pour le budget algérien. Donc moi, mais Rachid Nekaz, vous semblez ignorer que ce que la France tient, qu'elle fait chanter, ce n'est pas des gens qui ont pris des millions de dollars. Ce sont des gens qui ont pris des milliards de dollars
et qui ont blanchi leur argent sur le territoire français, justement. Et pour ce qui est de l'amnistie dont vous parlez, on ne peut pas amnistier quelqu'un qui n'a pas reconnu d'abord et qui ne s'est pas repenti. Or, ce n'est pas le cas. Non seulement ils n'ont pas reconnu, non seulement ils ne regrettent rien, mais encore, ils tiennent encore les rouages de l'État entre leurs mains, si je peux dire, et ils continuent de piller le pays. Donc, je vais vous répondre, si vous permettez, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Nouf. Depuis 89, depuis le lancement du processus démocratique électoral en Algérie, l'Algérie a perdu 25 ans, on n'a pas avancé, on a fait marche arrière. Et moi, je veux tirer les leçons à la fois de l'expérience de la victoire électorale du fils et l'expérience du président Boudiaf Allah yarhamou. Et dans les deux cas, c'est le parti politique le fils et le président Boudiaf Allah yarhamou ont voulu, j'aimerais dire, que les membres du gouvernement rendent des comptes à la nation algérienne. D'un point de vue moral, c'est noble, mais d'un point de vue politique, ça a été une catastrophe pour l'Algérie. Et moi qui étudie l'histoire à la Sorbonne, je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, car j'ai envie, avec la jeunesse algérienne, d'avancer. Et si ces personnes ont des choses à se reprocher, ils verront ça avec le bon Dieu, subhanahu. Mais ça ne sera pas avec l'État algérien. Et donc je suis favorable à ce qu'on reparte à zéro et qu'on construise un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie. L'id al-shar, mais pas avec nous, parce qu'il faut qu'on avance. Moi, je reviens d'un voyage au Qatar où j'essaie de convaincre à la fois le Qatar, le Koweït, et là je repars à Dubaï, de faire pression sur les multinationales comme Total, qu'on nous laisse tranquille sur la question du gaz de schiste. Il faut qu'on aille de l'avant. Quand vous allez au Qatar, quand vous allez à Dubaï, quand vous allez au Koweït, mais c'est magnifique comment, avec le gaz et le pétrole, ils ont construit des émirats fabuleux en termes d'environnement, en termes d'organisation, en termes de logistique. C'est extraordinaire. Et quand je vais en Algérie, moi qui sillonne le pays à pied, je suis triste de voir à quel point nous avons fait marche arrière par rapport aux années 70. Donc il faut qu'on aille de l'avant. Et moi, je suis favorable à il faut accorder notre pardon à celles et ceux qui ont volé l'Algérie, car il faut aller de l'avant. Et voilà, c'est dit. Rachid Nekaz, il ne reste plus beaucoup de temps, on va faire un petit tour de table. C'est dit, en tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Houssine Malti, le collectif anti-gaz de schiste, quelles sont les actions qu'il envisage d'entreprendre désormais, à l'avenir, dans un proche avenir? Les actions, ce qu'il faut d'abord et avant tout, il faut que ce mouvement soit soutenu. Et il faut exercer le maximum de pression possible sur l'État, sur le pouvoir algérien, pour l'amener à comprendre que l'exploitation du gaz de schiste, dans les circonstances actuelles, est mortifère pour les populations. Il faut l'obliger à faire marche arrière. Et par conséquent, toutes les actions du collectif ne vont aller que dans ce sens. Vous avez posé la question tout à l'heure concernant la réaction de pourquoi le mouvement semblait s'essouffler, etc. La population d'In Salah n'a pas cessé depuis 5 mois de rejeter cette méthode d'exploitation. Et chaque fois que l'on a essayé de l'infiltrer, c'est toute la population qui est sortie, ce n'est pas 20 personnes, 15 personnes ou un collectif. Par conséquent, c'est toute la population qui est en train de rejeter cette Mais comment pourriez-vous faire, Sir Houssine, comment pourriez-vous faire pour inciter les autres compatriotes du Nord à embrasser cette action? Il faut d'abord leur expliquer. Probablement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le danger tous les dangers que provoque cette technique d'exploitation du gaz de schiste, d'une part, et d'autre part, il faut que nos compatriotes, surtout ceux des villes du Nord, comprennent que ce qui se passe au Sahara les intéresse, les concerne au premier plan, tout autant que les gens d'In Salah, d'Abra, Taman Rasset ou autres. Donc il y a des actions à mener, bien sûr en Algérie,
mais il y a aussi des actions à mener à l'étranger. Il faut que le pouvoir comprenne que cette technique qui est rejetée par le monde entier, par tous les peuples de la Terre, seules les multinationales pétrolières la soutiennent. Les Danois viennent d'empêcher Total d'exploiter les gaz de schiste chez eux. Ben, il faut que nous fassions la même chose. Voilà. Merci Houssine Malti. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes un ex-PDG de Sonatrach et que vous êtes un expert en matière énergétique. Mehdi Bsikri, à votre avis, je vous laisse aussi dire le mot de la fin avant de revenir à Rachid Nekez pour le laisser clore la discussion. Mehdi Bsikri n'est plus avec nous, j'ai l'impression. Mehdi Bsikri, nous l'avons perdu. Rachid Nekez, donc je vous laisse conclure et vous pouvez revenir, si vous le souhaitez, sur ce projet d'amnistie générale, y compris financière, que vous venez de lancer. Je vous en prie. Nous avons perdu Rachid Nekez aussi. Nous les avons perdus tous les deux. Donc, il ne me reste plus qu'à conclure, mais avant de vous quitter, je vais redonner le mot de la fin à Si Houssine Malti pour vous parler encore du gaz de schiste ou de ce qu'il souhaitera nous dire en la matière. Si Houssine, je vous en prie. C'est un combat très difficile que mène le peuple algérien parce que, à l'inverse justement de ce qui s'est passé en Pologne, on a soulevé la question tout à l'heure, les Polonais avaient la chance, si je peux dire, de lutter uniquement contre une multinationale. Le peuple algérien, lui, doit lutter dans cette affaire, non seulement contre les multinationales, mais aussi contre son propre État, contre son propre pouvoir. Et c'est là où ça devient encore beaucoup plus difficile. Et comme on le sait, le pouvoir algérien est totalement complice de l'action des multinationales dans cette affaire. La preuve, déjà en 2012, au mois de décembre 2012, le ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent Fabius, a déclaré à Alger que l'Algérie et la France allaient exploiter en commun le gaz de schiste saharien. Donc déjà en 2012, lui savait qu'il y avait un accord qui était passé. Et ce qui prouve justement cette collusion totale. Et là, encore une fois, M. Laurent Fabius nous dit à peu près la même chose, vous laisse sous-entendre que les choses vont reprendre dans ce domaine. Merci. Donc, voilà, il faut que tout le peuple algérien se mobilise parce que c'est une affaire c'est une affaire de vie ou de mort pour le peuple algérien. Merci, Si Houssine, en espérant vous revoir bientôt. On me dit que Rachid Nekez est avec nous. Maintenant, Rachid Nekez, donc je vous laisse clore cette émission. Vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir sur ce projet d'amnistie financière que vous venez de lancer comme un pavé dans la mare. Je vous en prie, vous disposez de 2 minutes. Merci beaucoup, Sidi Bachanouk. Oui, je crois très sincèrement que la question du gaz de schiste est éminemment une affaire politique et elle passe nécessairement, dans mon esprit, par une loi d'amnistie générale, car il faut aider les personnes qui gouvernent aujourd'hui à partir. Et la seule façon de les aider à partir et de ne plus dépendre des multinationales qui font pression sur eux, c'est de voter urgemment une loi d'amnistie générale qui va permettre à l'Algérie de retrouver à la fois son indépendance politique et son indépendance économique. Car si on aide ces personnes à partir, on pourra renégocier tous les contrats gaziers et pétroliers avec ces multinationales qui vont nous permettre de récupérer chaque année 15 milliards de dollars. Ça, c'est très important. Tant que ces personnes-là sont là, tant qu'elles ont peur des pressions des multinationales, elles vont s'accrocher au pouvoir. Et c'est pourquoi il faut parfois, dans l'histoire d'un pays, faire preuve de courage, faire preuve de sacrifice en votant cette loi d'amnistie générale, de façon à leur garantir que personne ne les poursuivra pour les emprisonner, sauf ceux qui sont partis à l'étranger, comme Chakib Khalil, car ils sont partis.
Mais toutes celles et ceux qui sont restés, je crois qu'il faut que l'Algérie leur pardonne pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire algérienne et pour retrouver notre indépendance économique et pour faire en sorte que le gaz d'Adrar appartienne à l'Algérie et non pas à la France. Ça me fait mal au cœur de voir que le gaz naturel de Adrar, où il y a la plus grande zaouïa d'Algérie, n'appartient plus à l'Algérie, mais il appartient à la France. Ça veut dire qu'on n'est plus en 1962, on est en 1961. Merci. Merci Rachid Nekez. En espérant vous revoir bientôt. Je rappelle que vous êtes président du mouvement pour la jeunesse et le changement. Merci beaucoup. Merci à Mahdi Bsikri, journaliste. Merci à Hussein Malti, ex-PDG de Sonatrach. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Khawala khair. Slama.